Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. WFC, l'interview est de retour, on est sous le soleil de Dortmund pour un nouvel entretien. On a passé plus d'une heure avec l'attaquant, le numéro 9 du Borussia Dortmund, Sébastien Haller. Il revient sur toute sa carrière, sur son combat contre la maladie, sur la Coupe d'Afrique des Nations qu'il va disputer avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Vraiment un entretien exceptionnel. Je vous laisse. J'ai trop froid. The beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these. On voit qu'il est pas branché ou pas le piano? Ouais, non, mais t'inquiète, c'est juste. Les cerfs. Peut-être des rennes si tu veux. Les brebis. Salut, c'est Jean-Claude, rapportez-moi sur. Believe that when it's all said and done, I'll still be here standing. Sébastien, merci beaucoup vraiment de répondre à nos questions au WFC. Ça fait très longtemps que je vais faire cette interview. On démarre toujours avec la même question, le traditionnel, comment ça va? Comment ça se passe à Dortmund? Ça va. Bien sûr, ça pourrait toujours aller mieux, mais ça va. Est-ce que tu pourrais, de manière assez courte, mais me raconter un peu tes débuts dans le foot, à Vigneux, etc. Voilà, tes premiers souvenirs que tu as pu avoir avec un ballon? Premier souvenir avec un ballon, alors je pourrais même pas aller aussi loin. On a l'impression d'être né avec le ballon, que ce soit jouer à la maison, à l'école, devant la maison, partout. Donc le ballon, il a toujours été là, il a toujours été autour de moi aussi, avec les amis, la famille, tout le monde. Donc vraiment, on a baigné dans cette culture-là, en tout cas. Je pense que quand on est très très jeune, on se dit toujours ouais, on va être footballeur, mais en vérité, on ne sait même pas en quoi ça consiste. Donc, on ne sait pas comment devenir footballeur, on ne connaît rien de tout ça. On veut juste jouer au foot et on s'imagine être une star qu'on voit, à la télé. Tes parents, ça a été, ils t'ont laissé faire? Ils t'ont dit tu veux faire du foot, tu fais du foot, ou ils ont voulu te guider ailleurs? Disons que ils ont essayé un petit peu, pas de me dissuader, mais ils ont voulu me faire commencer en tout cas un autre sport, parce qu'ils ont vu que le foot c'était omniprésent, mais qu'on n'acceptait pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, que j'étais un peu trop jeune pour commencer le foot. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était quand même je me suis bien fait avoir. Mais j'ai commencé avec le judo. J'ai l'impression qu'on a tous fait du judo. Moi, j'en ai fait 6 mois. Ouais, non, mais on passe tous par ce genre de sport, soit ça, le taekwondo, l'aïkido, des trucs comme ça. Oui. Mais ça m'a pas mal apporté en termes de discipline. Aussi de savoir un petit peu comment, peut-être les chutes, savoir comment tomber, on est à l'aise un peu avec son corps, ce genre de choses. Et je suis content quand même d'en avoir fait, mais c'est sûr que c'était pas pour moi. Après, c'est vrai que mes parents, ils ont toujours été là pour moi, pour juste me suivre dans ce que j'aimais. Et puis, ils m'ont accompagné au foot, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit, tout le monde était là pour que je puisse profiter du sport que j'aime. Et de suite attaquant? Oui et non. Oui et non, j'ai commencé aussi, j'étais le plus grand, entre les buts, attaquant, enfin je jouais un petit peu partout, mais c'est vrai que depuis le début, c'est le but en tout cas qui m'attire. Des fois j'allais au goal aussi pour les arrêter parce que on n'avait pas de gardien, j'étais le plus grand, j'étais assez agile et tout, donc j'allais de temps en temps aussi au goal, mais c'est le but quoi, c'est toujours le but. Alors je vais te montrer une petite vidéo. Fais-moi rêver. Bien, je suis dehors, il fait froid. Bien quoi chacun. Petite question. Est-ce que tu te souviens quand t'étais petit et que je venais de pouvoir jouer quand j'arrivais en retard et que je sifflais, j'arrivais à capter si t'étais dans le match ou pas. Pour toi c'est important de jouer devant la famille? Et dernière question, ton médaillon il touche quoi? Alors j'ai pas compris la fin, je lui ai demandé tu peux m'expliquer la fin, il m'a dit il comprendra. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle est vraiment fou. C'est ton frère? Ouais, c'est mon frère. On va répondre à la première question. Ouais. La première question, ouais, si, c'est important. C'est important de jouer devant la famille et devant les gens qu'on aime aussi, parce qu'on sait qu'ils prennent plaisir à venir me supporter, à venir regarder les matchs. Je sais pas, c'est des émotions que tu arrives aussi à transmettre quand tu es sur le terrain. Et à l'inverse aussi, tu les reçois de par les personnes qui sont autour. Donc ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Et, même gamin quoi. Ouais, en fait ça a toujours été comme ça, parce que mon père venait souvent regarder mes matchs, il filmait, ma mère était là aussi, les entraînements, il y avait mon frère, ma sœur qui regardaient.
Il y a toujours eu du monde pour venir Thierry me Henry, t'avais soutenir. les débriefs du papa? Franchement, c'était pas Papy qui allait faire des débriefs. Hein. Non, lui, il était là, il filmait juste, et puis il était content, il repassait les vidéos. Mais non, il connaît rien au foot. Il connaît rien au foot, mais c'est pas plus mal. En vrai, c'est pas plus mal, parce que ça m'a permis aussi d'avoir un cadre où je recevais aucune pression. J'ai pu juste m'exprimer sur le terrain, de prendre du plaisir et de faire ce que j'aimais. Donc c'est peut-être aussi ça qui m'a fait réussir. Et comment du coup se passe ton intégration au centre de formation d'Auxerre? Parce que là ça devient un peu plus sérieux à partir du moment où tu vas à Auxerre. Voilà, pourquoi Auxerre? Parce que tu es en banlieue parisienne, il se passe des choses pour les gamins en banlieue parisienne et tu vas... C'est pas très loin Auxerre, mais tu files à Auxerre. C'est pas très loin, mais c'est surtout que j'ai eu l'Osgood à 12 ans. Je me souviens très bien, c'était en août. J'ai recommencé à jouer en avril. D'accord. Donc t'es là, mars-avril, et toi t'es là, bah, tu rejoues, tu fais le test pour aller à Clairefontaine. Bon, ça se passe, t'arrives au 3e tour ou un truc comme ça, bon, ça va pas, mais je veux dire, t'es quand même à Bretigny, tu joues, t'es content, et puis un jour le coach il appelle, il dit oui, bah, c'est pour aller là-bas, au CR, tu vas voir un petit peu le niveau, enfin tranquille. Moi j'y vais, je sais même pas ce qui se passe. J'arrive, je vois je sais pas combien de gamins, ils sont là, détection. Je dis mais qu'est-ce que je fais là? Donc j'arrive, bah, tu essayes de jouer quoi, tu fais ce que tu peux et puis quand tu penses que bah, ça s'est pas très bien passé, mais je pense qu'ils avaient déjà sélectionné les joueurs qu'ils voulaient prendre et donc on est venu voir mon père déjà pour dire qu'on avait rendez-vous avec le directeur du centre de formation. Donc on est allé là-bas, ils nous ont dit bon bah votre fils va venir dans 4 mois je crois, un truc comme ça, 3 mois, parce qu'après c'était en mai. Donc ils nous ont dit oui dans 3 mois, donc il va intégrer le centre de préformation et tout, il ira en famille d'accueil. Aujourd'hui je suis papa et je peux te dire qu'on me dit dans 3 mois mon enfant il part, je suis bouleversé. Donc moi à l'époque, tranquille. Je suis content, je vais jouer au foot, je sors un petit peu de la routine, j'aimais bien faire les trucs tout seul, essayer de m'émanciper un peu de mes parents. Donc j'étais content, jouer au foot, c'était une super fierté. Au CR, c'est pas loin. Je suis allé et ça s'est super bien passé. Avec la famille d'accueil, très bon feeling. Ouais. Les parents pouvaient venir quand ils voulaient, quoi. C'était une heure et demie. Et à quel moment tu commences à toucher le groupe pro, sentir que tu vas faire peut-être tes débuts, bon ça va être en Ligue 2, contre Nîmes. De toute façon, tu as connu que la Ligue 2 avec Auxerre, mais à quel moment tu commences à sentir que ça se rapproche quoi? Bah en fait, c'était en 2011. On avait, je crois que c'était la saison 2010-2011. On avait la Coupe du Monde en fin de saison avec les U17 de l'équipe de France. Et il y avait déjà donc Soilio Meite qui avait déjà signé pro. Bah, c'était le meilleur joueur de notre génération. C'était un crack. Donc pour nous, c'était normal, mais voilà, on était juste contents de le voir signer. Ok, soit il l'a signé, normal. Et puis je reçois un coup de fil de mon agent. Il me dit oui, voilà, ils veulent te faire signer pro. Je dis ah ouais, je raccroche, je dis putain. Non, c'est un truc de fou ce qui se passe. Tu penses aux voitures que tu vas acheter? Là, à ce moment-là, je pensais pas. On n'était pas dans des montants incroyables. On était dans le. On va toucher ce rêve-là, ouais, ce contrat-là, ce rêve qu'on a depuis qu'on est gosse. Et c'était à peine, je sais pas, 4 ans, 3 ans et demi après avoir rejoint Auxerre. Donc ça va très vite. Ça va très vite. J'avais pas encore 17 ans, donc on en discute. Je signe pro. Et tu sentais pas venir ça que non. Tu commençais à être bon, à être au-dessus des autres Si, j'ai toujours été au-dessus, mais pour moi, c'est pas ça être pro. Pour moi, être pro, c'est vraiment intégrer le groupe, de jouer, d'être important pour l'équipe, de vraiment dans la rotation. Là, aujourd'hui, c'était quelque chose que j'avais pas vu venir. C'était un peu cette spéculation qu'on a avec les joueurs qui, on sait, vont être regardés à la Coupe du Monde, donc on préfère anticiper et les sécuriser en mettant un contrat pro, comme ça on est obligé d'en tirer un bénéfice. Donc ça je l'ai pas vu venir, pour moi c'était que le sportif. À cette époque j'étais encore un peu naïf, donc non c'était que le sportif. Donc là je me dis bah c'est beau, c'est le début. Donc c'est que la saison prochaine où j'ai commencé à m'entraîner avec la CFA. Et ce qu'ils appelaient un groupe élite, donc c'était un peu le genre de la CFA, avec de temps en temps, quand les pros avaient besoin, ils piochaient et prenaient quelques joueurs de ce groupe-là. Donc, et tu démarres en 2012 en 2012. Ligue 2 contre Nîmes, c'est ça. Passe D.
J'allais Du gauche. Ça, je l'avais pas. Ah oui. Puis ma blanche et verte. Nike blanche et verte, pardon. T'as des souvenirs très clairs du coup Ouais. de tes débuts. J'avais pas beaucoup de cheveux en plus. Il n'y avait pas de supporters. Et non, je me rappelle, il y a plein de matchs comme ça. Je me rappelle, il y a quelque chose de particulier aussi dans le foot. Il y a des matchs, beaucoup de matchs qui nous marquent. On a l'impression qu'on ne peut pas les oublier parce que chaque match est différent. Chaque match te procure une émotion particulière. Non, c'était ouf. Je fais mon premier match, tu donnes une passe décisive, t'es un peu sur un nuage, tu te dis putain, je suis lancé, c'est beau. Et du coup, à Auxerre, tiens, je te laisse. Salut Seb, j'espère que tout va bien. Je vois que tu es bien accompagné avec Thomas. Regarde-moi ce touriste. Moi j'avais une petite question pour toi parce que je me souviens, tu te souviens aussi quand on jouait ensemble à la JOCR, le fait d'être un peu mis au placard à ce moment-là, parce que je me rappelle que c'était très compliqué pour toi. Pas forcément avec une raison valable, mais bon, on se souvient un petit peu comment c'était difficile pour toi. Est-ce que tu as un sentiment, pas de revanche, mais que ça t'a servi dans ta carrière, voilà. Je voulais savoir un petit peu ça parce que je me souviens que c'était un épisode un peu compliqué pour toi. Donc voilà, bon, je t'embrasse, je te fais plein de bisous et à plus. Bonjour à tout le monde. Ciao. Pierre Boubil. Ah oui, et au ski là. Ivy. Super Parce que mec. ouais, Auxerre, ça se passe pas comme prévu. Non, Surtout Auxerre, sur la fin. c'était de 13 à 17, 18. C'est chez moi. Je me sens bien, je survole les catégories de jeunes, tout se passe super bien. Et puis dès que je monte en pro, tu te demandes un peu ce qui se passe parce que t'as plus cette routine où on va un peu, pas te protéger, mais on va te faire un peu des cadeaux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es là, tu sais que t'as ta place, tu vas jouer. Enfin, là, t'arrives vraiment chez les adultes, quoi. C'est plus compliqué. Ça dépasse, comme je dis, vraiment le sportif. Il y a beaucoup de choses que j'arrivais pas à comprendre parce que pour moi, j'avais 18 ans, je me suis dit qu'on allait m'aider à progresser d'une certaine manière parce que je savais que à cet âge-là, t'es pas prêt, surtout des fois à jouer en Ligue 2. Enfin, je savais que j'avais beaucoup de choses à travailler. Maintenant, club assez instable, j'ai dû connaître 4 entraîneurs en 2 ans et demi à Auxerre. Chacun te demande quelque chose de différent. Donc là, à ce moment-là, quand je suis sur le banc, forcément, c'est compliqué parce que des fois, on va attendre de toi quelque chose qui est juste impossible. On te demande en fait d'être quelqu'un d'autre. Donc des fois, on a l'impression que c'est un peu injuste, mais la chance que j'avais, c'était d'être peut-être bien entouré parce qu'à un moment donné, je me suis remis en question. J'ai travaillé un peu plus, j'ai écouté certains conseils. C'est pas toujours simple quand tu as l'impression que ça marche et qu'on n'a rien à t'apprendre, mais... T'as jamais voulu abandonner? Si. Ah ouais? Si. Le foot? Ah oui. De toute façon, Madame essaie, hein. On était à l'époque à Auxerre, c'était avant que je rejoigne Utrecht. Ce qui était fou, c'était que je me disais j'étais footballeur professionnel. Je gagne un salaire, j'étais à la Charte, mais un peu plus de la Charte, mais je veux dire, c'est quand même un très bon salaire. J'arrive le matin, il est 9h30 ou 9h, je suis chez moi, avant midi, j'ai pris zéro plaisir, j'ai l'impression que je ne sers à rien et que tu joues même pas les matchs, tu devrais pas être dans cette situation-là. À un moment donné où je prends zéro plaisir, c'était carrément, t'as la pression d'aller à l'entraînement parce que tu sais que, il n'y a rien, c'est vide. En fait, tu cherches un peu ta place, tu cherches un petit peu à vraiment sentir que ce que tu fais, ça a un sens. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas grave, on va arrêter, on va trouver je vais faire autre chose. C'est pas grave. À partir du moment où je prends pas du plaisir au foot, c'est pas normal. C'est impossible, tu me fais jouer au foot et je suis même pas heureux. Parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient, que sur le terrain, ça allait pas, que tu trouves pas forcément le moyen d'inverser la tendance, que tu as l'impression que tu mets pas un pied dans l'autre. Après avoir dit ça, Utrecht, c'est moment bascule, j'ai l'impression, dans ta carrière. Si eux sont pas là, je sais pas comment se passe du coup ton départ aux Pays-Bas à cet âge-là, mais c'est un virage complet. Oh, c'était un sketch. Ah ouais? Non, ouais, c'était un sketch. Franchement, quand on y repense, des fois, on se dit, mais... En fait, ils nous ont contactés peut-être en octobre. Et puis, on commence tout simplement à rejeter un petit peu les avances parce que j'essaie de vraiment aller au bout des choses à Auxerre et au bout d'un moment on voit que ça avance pas quoi. Non, ça avance pas et puis ça prend une tournure où
c'est pas sain. C'est pas sain parce que ça touche pas que le sportif et à un moment donné, on n'est pas là pour ça. J'ai envie de progresser, j'ai envie de jouer au foot et je regarde madame, je dis, on y va. Je dis, vas-y, on y va. Non, mais parce qu'il s'est passé plein de choses et au bout d'un moment, on craque et on se dit... Ça avait l'air d'être violent ce qui s'est passé, mine de rien, ça. Quand tu m'en parles comme ça, j'ai l'impression que là, on ne parle plus du sportif. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on joue au foot, la plupart des gens vont regarder ce qui se passe sur le terrain. Mais le terrain, c'est quoi? C'est 1 heure dans la journée. Tout le reste du temps, tu fais quoi? En fait, il y a beaucoup de footballeurs aussi qui sont assez isolés parce que t'as rien. Des fois, tu es coupé de ta famille, de tes amis. Tu viens à la maison, tu fais quoi? Tu sais que jouer au foot. Tu rentres, tu joues à la play, et après. Donc, vraiment, quand on est jeune comme ça et qu'on y arrive dans le foot, c'est compliqué de vraiment trouver sa place, de trouver vraiment ses objectifs, de trouver vraiment un sens à trouver sa place, tout simplement, en tant que dans la société, tout simplement. Parce que quand on joue au foot, on nous a appris qu'à jouer au foot. Donc après, toutes les autres choses de la vie, pour nous, c'est limite, ça n'a pas de goût. Parce que c'est vraiment le foot qui te donne toutes les émotions. Tu vis que pour ça. Donc une fois que tu n'es plus à l'entraînement ou bien que ça se passe mal, en fait, c'est cet entraînement-là ou ce match-là qui va vraiment jouer avec tes émotions. On est parti, on a été aidé encore une fois. On n'était pas seul, mais voilà, on a vidé l'appartement en une journée, une nuit. On a pris un camion, on a roulé 7 heures pour aller à Utrecht et on est plus revenu à Auxerre, quoi. Et c'est 40 buts, j'ai arrondi, 40 buts en 80 matchs, quasiment un but tous les 2 matchs. Là, tu sens que tu es pleinement à ta place et que tu es un très bon footballeur. Tu prends confiance. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui regardait les choses avec perspective. Bon footballeur, oui, ça veut tout et rien dire. Disons que tu as performé, quoi. Tu as performé, tu prends juste confiance, tu dis que ça a marché, tu as appris des choses, tu as progressé. C'est très bien. Après, maintenant, tu restes aux Pays-Bas et ça sera difficile de se qualifier comme un super footballeur si tu vas pas ailleurs et si tu tentes pas ta chance autre part. Donc nous, ça a vraiment été un tournant Utrecht. Donc on a l'impression Pays-Bas-Allemagne, dans l'inconscient du grand public, on se dit allez, là-bas, il y a tout le monde qui marque des buts. Mais est-ce que tu ressens ça, que c'est vraiment l'Eldorado des attaquants où tu peux vraiment te régaler? Parce que au final, quand tu regardes les autres pays, tu retournes à Amsterdam, là tu es à Dortmund. Ouais, non, mais quand tu regardes, quand tu analyses tout simplement les championnats, tu peux te dire la France c'est très costaud, beaucoup de qualité individuelle. T'as l'Angleterre, tout le monde connaît l'Angleterre. T'as l'Italie où c'est super tactique, catenaccio, oh là là, c'est compliqué. Et puis après, t'as l'Espagne un peu tiki-tac. Et t'as l'Allemagne qui, on va dire qu'ils aiment le football offensif, même si... ils aiment marquer un but de plus. Voilà, on va dire que c'est un peu la mentalité qu'ils ont. Après, c'est très basé aussi sur le collectif. Et tu l'as ressenti, ça? En arrivant à Francfort? Non. Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Ça a été... ce que j'ai vu, c'était un petit peu la rigueur. La rigueur allemande sur certaines choses. Pas la rigueur... tu dois marcher absolument là. Non, mais la rigueur du genre... des fois, c'est un peu plus compliqué de s'adapter à certaines situations, pour certains, parce que si c'est A, ça doit être A, tout simplement. Et c'est un peu la caractéristique peut-être du championnat allemand, c'est que, comme j'ai dit, c'est très basé sur les performances collectives, or que peut-être un endroit comme l'Angleterre ou même la France, c'est très focus sur les qualités individuelles. C'est des choses comme ça que tu apprends durant un peu ton parcours et c'est enrichissant, quoi. Donc j'essaie à chaque fois de prendre cette petite expérience et cette culture qui m'entoure. Après la Première Ligue, vraie volonté de ta part de découvrir ce championnat, de te mesurer à ce tout le monde nomme comme le meilleur championnat du monde. Ouais. Par rapport à tes qualités, on avait quand même l'impression, pour t'avoir beaucoup suivi, que c'était un point de chute quasiment inévitable. Ouais, c'était sûr. T'as 25 ans, tu te dis est-ce que tu referas une saison comme celle-ci?
T'es arrivé, enfin, il te reste 2 ans de contrat, t'as aussi un très bon prix, t'as envie aussi de rendre ce truc-là au club, de vraiment, tu vois, d'avoir apporté un peu ta pierre à l'édifice et de partir par la grande porte, parce que c'était aussi un peu le deal de faire une étape à Francfort. Ouais, c'est Tu vois, le club tremplin. Exactement, comme il y en a quand beaucoup ils en m'ont signé, Bundesliga. ils ont jamais dit ouais, tu vas rester 10 ans ici. C'était une belle chose, Donc j'avais vraiment envie de connaître la première ligue et donc ouais, j'ai saisi cette opportunité qui était d'aller à West Ham. Et il y a le Covid. Et oui, le Covid quand t'es à Londres, quand t'es à West Ham, et ça se passe pas forcément comme on l'aurait imaginé, quoi. Puis il y a mon deuxième fils aussi, surtout, ouais, ça rigole à côté, ça rigole. Je l'ai entendu, je sais pas tourner la tête. On dira pas qui est là, Ah ça ouais. se marre. Non, elle était 7 mois enceinte quand on est arrivé. Et les premiers mois, ça a été très compliqué. Non, parce que... Mais ça, non, mais t'as raison de le dire, parce que... Enfin, je sais pas si t'as raison, mais c'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être, ou qu'on a du mal, nous, observateurs, journalistes... On ne veut pas savoir ce qui se passe dans ma chambre, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai que ça a été assez compliqué, parce qu'on change d'environnement. On arrive en Angleterre, on doit vite trouver un appartement. Alors bien sûr, on a été aidé, hein, mais je veux dire, on doit vite trouver, s'installer, s'acclimater, trouver l'hôpital. Ok, il n'y a pas de souci, on en avait déjà une. Pour nous, ça allait se passer tranquille, sauf que les premiers mois, ça a été compliqué parce qu'il avait des reflux. Et les nuits, ça a été très, 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 très dur. Donc ça a contaminé ton quotidien de sportif, de footballeur Ça professionnel. a contaminé mon couple, ma vie de famille, mon football, tout. On y pense constamment. Déjà, t'arrives, t'as pas à moitié dormi parce que j'essayais quand même d'essayer de me préserver. Mais bon, il y a des choses, c'est compliqué. Tu peux pas laisser ta femme, elle a les deux, elle est en train de devenir complètement folle. Et toi, t'es là, tu dors peinard. Non, je pensais beaucoup. Après, t'arrives, bon, bien sûr, tu t'entraînes, ça se passe. Après, il y a des choses beaucoup plus footballistiques qui ont fait que ça s'est passé comme ça s'est passé, mais ça, c'est juste le fond. Dans le fond, c'est compliqué à ce moment-là. Après, tu as le Covid, sachant qu'en plus, sur le terrain, tu n'as pas l'impression de trouver ta place parce qu'en vérité, tu n'étais pas le joueur qu'il fallait à cette équipe à ce moment-là. Après, ce qui a fait que je suis parti, c'est que là, c'est plus contre-attaque et coup de pied arrêté. C'est un peu ça les points forts de Moyes. Donc, concrètement, c'est pas mon jeu, c'est pas mon style, mais... Et je pouvais pas rentrer. Enfin, C'était pas clair ça dès le départ quand tu signes? On t'avait pas vendu ça? Non. Au début, j'étais avec Pellegrini. Disons que c'est très, très libre. La manière dont on joue, les consignes sont pas énormes. Donc, c'est un jeu assez... beaucoup en réaction. C'est difficile de vraiment anticiper les mouvements de tes coéquipiers. Je suis assez isolé. Faut vraiment s'adapter, sauf que... On te laisse pas le temps en première ligue de t'adapter, c'est assez compliqué, ça va vite. Mais honnêtement, c'était une super expérience. Ouais, tu retires dans le positif, d'un point de vue footballistique, tu Aussi, retiendrais quoi toi footballistique CPL? Non, j'ai pris l'expérience dans la manière dont ça a joué, j'ai pu un petit peu comprendre certaines choses, comprendre la manière de voir aussi du championnat anglais. J'ai connu plein de choses, je peux même parler... C'est une bêtise, mais des médias, comment les médias ça se passe, tout ce qu'il y a autour de la première ligue. Enfin, vraiment, toutes ces choses-là, j'essaie de faire attention parce que c'est l'expérience qui compte. Et après, tu retournes aux Pays-Bas. De ce que j'ai pu lire ou quoi, ça s'est fait assez rapidement, j'ai l'impression, une négociation avec l'Ajax. Ouais, ça a été paf. Et c'est là-bas que tu as tes meilleures statistiques. On a l'impression que l'Ajax Amsterdam, pour ceux qui suivent le ballon, c'est un club totalement à part. Au quotidien, que ce soit le stade, dans ce championnat aussi l'Ajax est toujours là en Coupe d'Europe, mais on a l'impression que le championnat n'est pas très haut, mais que c'est à part dans la manière de sortir les joueurs, dans la manière de s'entraîner, dans la manière de voir le football. L'Ajax c'est à part. Est-ce que tu saurais nous raconter un petit peu, nous témoigner un petit peu ce côté unique de ce club? L'Ajax c'est à part. L'Ajax c'est une institution. On ne comprend pas tout de suite quand on arrive, mais quand tu fais des clubs, tu commences un petit peu à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas juste toi, l'équipe première, tu t'entraînes, il y a le coach, c'est le week-end, ok, l'Ajax a gagné, après non. L'Ajax, c'est des U6 au pro. C'est la même vision, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un peu pas un culte, mais pour eux déjà l'histoire, très importante
très importante, les joueurs qui sont passés. Ils te le font comprendre. Tu le sens, Ouais. tu le sens tout simplement. Même les supporters, ça me fait rire parce que et je leur ai dit, si t'es pas Kluivert, tu t'arrives, t'es un attaquant, t'es nul. Franchement, si tu mets pas 40 buts par saison, c'est bon, t'es nul. Mais c'est parce qu'ils sont exigeants. Bien sûr. Il y a une vraie institution, c'est-à-dire que les coachs, dès le plus jeune âge, ils bossent vraiment de la même manière que les U18, 19. Voilà, c'était vraiment une académie. Nous, quand j'y étais, en tout cas, on avait un staff qui était... les mecs, tu peux pas... Ils ont tous gagné la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux ? Tu peux pas mal leur parler ou tu leur dis non, mais... Les mecs, ils ont gagné la Ligue des Champions, donc ils avaient une certaine vision du football déjà qui était... ils en avaient une, en tout cas. Tu vois, c'était pas n'importe qui, donc... J'aimais bien aussi bosser. Il y en a qui avaient des... là, je te parle de notre staff à nous, mais même ceux qui étaient en U19, ou même qui étaient avec la réserve, ou n'importe qui. T'as l'impression qu'il y en a beaucoup, en tout cas, qui reviennent là-bas et qui vraiment essayent de faire grandir ce club. Donc, t'as énormément d'expérience et de la qualité. La qualité là-bas. Après, c'est vrai que ça vient de l'académie. Ils essaient de faire sortir de l'académie et à un moment donné, t'es toujours... bloqué par le fait que tu évolues en Hollande. Et il y a cette saison 2021-2022 où tu tires du parking en Ligue des Champions, on a l'impression que tu marches sur l'eau, tu mets 11 buts en 8 matchs. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que ça s'arrête très tôt, cette aventure de Champions League, je crois que c'était contre Benfica. Mais c'est vrai que tu as ton quadruplé contre le Sporting. Yes. Voilà, tu sens que là, à ce moment-là, pour toi, c'est ton prime de footballeur. C'est là où tu te sens le mieux, tu te sens le plus fort à ce moment-là ou pas ? Non. Non ? Non. Je me sens pas le mieux, je me sens pas le plus... Oui, t'as l'impression, ça marche bien, mais les raisons, je les connaissais aussi. C'est-à-dire que on a une équipe, on a un coach, on a une manière de jouer. Ouais, je pense que c'était le meilleur, je vais dire un setup, mais tu vois ce que je veux dire. Contexte le meilleur contexte pour évoluer, parce que l'école pour les enfants est super. Bon, ça a été compliqué quand je suis arrivé, parce qu'on était en plein Covid, je suis parti sans la famille. Pendant 4 mois, ça a été dur, mais j'ai réussi à trouver une maison. On a réussi à s'installer dès qu'ils sont arrivés. Donc, ça a pris le temps, mais justement, c'était un mal pour un bien. On s'est installé, tu as l'école des enfants, le stade n'est pas trop loin, les entraînements se passent bien, on ne va jamais à l'hôtel. Donc, tu passes aussi plus de temps avec la famille. Et en plus de ça, on a vraiment, comme j'ai dit, sur le terrain, une équipe qui a aussi une vraie connaissance tactique, qui va dans le même sens. Des très bons joueurs, aujourd'hui on voit où ils ont tous signé de toute façon, et un très bon coach. Donc on avait l'impression qu'on était invincible, entre guillemets. Quand on rentrait sur le terrain, on savait qu'on avait une grande chance en tout cas de gagner le match. Et à l'été 2022, tu remplaces un certain Erling Haaland. Qui Erling Haaland, Je connais pas. démarre. Tu deviens la recrue la plus chère de l'histoire de Dortmund. J'ai envie de dire, tu sais, des joueurs comme Haaland, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Après, j'ai envie de te dire, dans tous les clubs où je suis allé, c'était le transfert record. Donc, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon. Ils vont encore me saouler avec leurs histoires de prix, de tout ça. Non, Tu sais qu'en fait, le public, l'attente, elle va être différente si tu arrives pour 5 bâtons. Oui, mais c'est toujours comme ça. Au final, c'est toujours comme ça. T'es attaquant, t'arrives pour je sais pas combien, ils s'attendent à ce que tu mettes quadruplé chaque match. Tu te dis, ouais, c'est bon, on connaît la chanson, on va continuer à faire comme d'hab, on va essayer de bien se préparer, de créer des liens avec l'équipe pour être dans les meilleures conditions et pour pouvoir performer. Et puis après, le reste, ça viendra. Il faut même pas trop se prendre la tête. On t'en parlait d'Haaland quand même ? Tu as senti qu'il avait laissé un héritage profond ? Bien sûr. Mais profond, oui et non, parce que tu sais que il était juste trop fort pour ce club. Tu es diagnostiqué d'un cancer du testicule. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit ? C'est-à-dire, tu es plutôt en mode être celui qui a vaincu la maladie et qui veut être un modèle dans le milieu du football, ou tu as plutôt envie qu'on t'enlève cette étiquette de justement celui qui a vaincu cette maladie ? En vrai, tu peux mettre l'étiquette que tu veux. Hein. Moi, ça me dérange pas. J'ai jamais été très focus sur l'image qu'on veut me donner. Moi, avant tout, je me focus sur moi-même, sur ce que je peux apporter. Aujourd'hui, la réalité, elle est simple. Il y a une maladie qui m'est tombée dessus. On est passé à travers. Maintenant, qu'est-ce qui en ressort ? C'est d'essayer de
d'apporter quelque chose de positif via ça, via toutes ces épreuves, via l'expérience, via le fait aussi que je sois médiatisé et qu'il y ait beaucoup de choses autour. Faut pas que ce soit, des coups d'épée dans l'eau, faut pas que ce soit inutile, faut que ça serve. Donc à partir du moment où tu as la lumière, faut essayer de rendre les choses meilleures et de faciliter tout ça. Comme ça fait aussi partie de mon actualité, de mon histoire, c'est important d'en parler et de faire en sorte que ça puisse en aider certains. Et je sais que ça en a aidé certains, donc voilà, quand je vais me coucher le soir, je suis heureux parce que je sais que il y a quelques personnes qui ont pu le découvrir peut-être plus vite, de le découvrir tout simplement parce que à un moment donné, ils se sont posés des questions et qu'ils sont allés checker. Donc rien que ça, déjà, ça me rend fier. À partir du moment où tu apprends cette maladie, donc ton entourage très proche est au courant, tu sais que très rapidement, le monde du foot, via les réseaux, via tout ça, va être au courant. Est-ce que c'était plus simple à gérer ça, entre guillemets, hein, quand je dis plus simple, ou par exemple avec tes enfants? C'est quoi Est-ce que tu appréhendais plus avec tes enfants ou avec le grand public du foot? Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, on s'est posé la question tellement vite avec ma femme que... De comment le dire? Ouais, qu'en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Franchement, les enfants... Ouais, pour tout le monde. C'était juste, papa il est à l'hôpital, il y a une opération, on sautait pas trop fort sur lui, là en ce moment, t'as bobo là? Ouais, j'ai bobo, tout ça. Après tu commences à perdre tes cheveux, tu dis ouais, je suis malade, bon je vais aller à l'hôpital quelques jours, après on va revenir, donc vous êtes gentils, mais bon ça va aller, il n'y a pas de souci. On a essayé de leur montrer aussi une vidéo, de leur expliquer un petit peu. Ils en avaient rien à secouer. Ils en avaient rien à secouer. Non mais c'est bien parce que toi c'est le premier truc aussi qui te préoccupe, c'est comment les enfants ils vont le prendre, ils vont pas être bien peut-être parce qu'ils vont penser à des trucs et au final on a pris les devants, on leur a parlé et puis au final ils ont dit c'est que c'est rien alors, parce que si tu leur dis pas et qu'ils commencent à se faire des films là c'est compliqué. Donc on va dire que ça a été je pense plus les réseaux, et encore honnêtement je suis pas quelqu'un déjà de base qui va beaucoup sur les réseaux. Là j'ai dû me faire violent, j'ai dit franchement je suis désolé, j'ai reçu 1 milliard de messages et j'avais pas le temps de répondre. Je pouvais pas, j'avais une routine, j'avais l'impression que j'étais encore plus occupé que quand je jouais. Et je me suis dit, je réponds pas. Alors que merci, ça a fait la différence parce qu'à un moment donné, ça fait du bien de recevoir du soutien. Donc encore une fois, toutes les personnes à qui j'ai pas répondu, merci. En plus, tu as médiatisé sans savoir l'issue au final. Non. Donc tu as décidé de médiatiser ça, on l'a vu, tu as toujours gardé le sourire. Ouais, toujours, on garde toujours. C'est ça que, là je vais sortir un peu de mon... C'est ça que je trouve remarquable en fait. Là, au final je te dis merci pour peut-être toutes les personnes parce que de la manière où tu as vécu ça, je trouve ça assez remarquable et je voulais savoir aussi si pendant ta convalescence, parce qu'on ne voit pas trop ça dans le documentaire Canal, est-ce que tu regardais du foot? Est-ce que tu regardais du foot à ce moment-là? Est-ce que le foot t'intéressait? J'ai des témoins. Disons que même pendant la saison, le foot, je le regarde pas. Je le regarde pas parce que vous êtes arrivés, l'équipe, vous avez vu. Je suis arrivé, on a accouché les gosses, ça prend déjà une bonne 30aine de minutes. Après, il y a le téléphone, il y a des choses que je vais devoir gérer, des messages à qui faut répondre, plein de petites choses. Après, il y a des discussions qu'on va avoir, peut-être avec ma femme, peut-être avec un ami, peut-être avec... Donc au final, regarder du foot pour pas le regarder, j'appelle pas ça vraiment regarder du foot si tu mets un match en fond et tu le regardes pas, quoi. Donc non, je prends pas vraiment le temps de regarder le foot. Et quand j'étais malade, peut-être que à la limite j'y regardais un peu plus parce qu'il y avait les matchs de Dortmund. Donc de temps en temps je regardais, mais sinon non, je me focalisais un petit peu sur les choses qu'il y avait à faire à la maison, les enfants, la famille, le sport et toutes ces choses-là. Et pour un footballeur, le corps est l'outil de travail, ça c'est sûr. Quel rapport justement que pendant et après tu as eu avec ton corps, ton outil de travail pendant cette convalescence et ce traitement? Tu as toujours gardé confiance en ton outil de travail? Ouais. Non, si, pour moi c'était une épreuve qui allait passer. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça passe. Ça passe, donc je me suis dit... Bon, on y va, on va bosser. Il y avait 4 séances de chimio, donc on se dit, ça prend à peu près 3 mois. Ok, on part là-dessus. On se dit, on part sur 3 mois.
on verra s'il y a une deuxième opération et puis on continue à bosser. Mais c'est compliqué des fois parce que de temps en temps, déjà tu sors de l'opération, ça faisait une dizaine de jours que j'avais rien fait. J'arrive, comme l'opération elle était à peu près au niveau des adducteurs. Tu sais, c'est un peu gênant quand tu marches, quand tu fais toutes ces choses-là. Donc le feeling au début il était pas top. Tu t'apprends juste à marcher limite. Ça c'était le plus relou. Puis après les chimios, c'est vraiment que de l'intérieur quoi. C'est que de l'intérieur. Donc tu te dis bon, tu te forces, tu vas au sport, tu essaies de bien manger et tout de suite après la première journée ça allait mieux. On faisait le bain froid tous les jours. Enfin, on essayait de faire des trucs qui pouvaient améliorer le quotidien. Donc on était vraiment dans cet état d'esprit là. Et tu reviens, Dortmund signe quasiment une saison presque historique, où Dortmund joue le titre jusqu'à la dernière journée. Tout le monde imaginait le Borussia champion. Il y a ce dernier match à domicile face à Mayence, et malheureusement tu es un acteur malheureux de ce match avec ce penalty qui aurait pu changer totalement le match. Ça se termine par un match nul et le Bayern marque à la fin et est champion d'Allemagne. Ce match-là, ce penalty-là, est-ce que c'est... Quand on est acteur, la maladie, on n'est pas acteur. Alors on le combat, mais un match de foot comme ça où tu peux vraiment marquer l'histoire et tu es acteur de tout ça, comment tu le gères? Est-ce que c'est peut-être... Je vais pas dire que c'est plus dur. Si. C'est plus dur de rater un penalty que de battre un cancer. Non, c'est plus dur de se le pardonner, de l'accepter. C'est le plus dur. Parce que la maladie, elle tombe dessus, tu vas faire quoi? Tu vas pleurer à qui? Tu vas t'énerver contre qui? Elle est là, hein. Si tu perds du temps à pleurer, tu vas pas guérir. Donc, non, le penalty, il y a un milliard d'autres possibilités. C'était comme ça et tu avais 36 possibilités de faire autrement. Et ça aurait pu bien se passer. Donc ça, vraiment, c'était dur. C'était dur les premières heures. Après, la chance peut-être que j'avais, c'est qu'il y avait pas mal de familles à la maison, donc ils m'ont pas laissé seul. Mais ah ouais, je me souviens. C'est la dernière fois que j'ai pleuré, je crois. Ah ouais. Mais personne ne comprenait. Il était à vous, quoi, le titre? Ouais, mais après, dès les premières minutes, déjà, on sentait qu'on était un peu fébrile. Mais bon, ça change après, tu vois. Après, tu prends confiance et ça change. Mais je sais pas, il y avait une atmosphère bizarre. C'était, à un moment donné, c'était un peu trop euphorique, je dirais même. Pendant la semaine, je l'avais dit à... Je crois que c'était le directeur sportif. Je lui ai dit, je suis pas fan de tout ce qu'on met autour, là. Les réseaux sociaux, le truc, on a l'impression qu'on est déjà champion. Je suis pas fan. Donc après, bon, vous faites ce que vous voulez, mais je suis pas un grand fan de tout ça. On a quand même un match à gagner. Nous, on le sait entre nous. Mais quand même, tu vois, c'est un peu le truc qui te porte l'œil. Enfin, je sais pas, j'aime pas se voir champion avant d'avoir fait quelque chose, même pour... Mais après, c'est pas méchant. T'es aussi obligé, toi, en tant que club, et de communiquer. Tu peux pas non plus faire comme si rien ne se passait. Donc, je sais pas, ce moment-là, il a été très compliqué à vivre parce que... c'est assez inédit aussi pour la plupart d'entre nous. Donc comment tu prépares un match comme celui-là, qui est à la fois un match simple de Bundesliga, le dernier, ils n'ont rien à jouer, Mainz, et de l'autre côté, tu t'apprêtes à peut-être devenir champion après je sais pas combien de temps, après 11 ans. Donc là, tu sais pas, c'est la fête partout, tout le monde te harcèle. Donc c'est pas simple à gérer. Je dirais que... Ouais, on aurait peut-être pu faire mieux en termes de préparation, mais c'est vrai que le match en lui-même, ça a été... on a peut-être trop joué avec le frein à main. Ouais. Et tu es un international ivoirien, avec, dans quelques jours, j'allais dire semaine, même pas, quelques jours, la Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer cette belle compétition au pays, et quel rapport tu as avec la Côte d'Ivoire tout simplement? Non, c'est incroyable. On ne se rend pas compte de la ferveur qu'il y a au pays quand on n'y est pas allé. Et je l'ai vraiment appris après, même pas après une sélection. Après tu débarques de l'avion, tu sens c'est n'importe quoi. Les gens, ils respirent le football, ils vivent pour le football. C'est tout pour eux. Le fait que l'équipe nationale batte une autre équipe, pour eux, ça veut tout dire. Ils peuvent aller se la raconter après à leurs amis, mais c'est un impact beaucoup trop grand pour prendre ça à la légère. Et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a beaucoup de pression aussi au niveau
les résultats parce que c'est compliqué à gagner en Afrique. Et non, on kiffe à chaque moment qu'on est là-bas, on se rend compte qu'on est important pour beaucoup de personnes. Et toi, t'es dans quel état d'esprit? T'es vraiment... tu penses beaucoup? Ouais. Ouais. T'as envie de faire quelque chose? Non, je pense beaucoup tout simplement dans la vie. Donc, et là, en l'occurrence, on a une CAN à la maison, on a une équipe plutôt pas mal. Plutôt On a d'accord. des bonnes infrastructures. Là, depuis qu'on a des bons terrains, c'est un peu... Ce qu'on fait, c'est pas mal. Donc, on peut pas arriver et se faire sortir rapidement ou mal jouer. Pour moi, c'est inconcevable. Avec ce qu'on a déjà montré, ce qu'on a déjà fait, ce serait plus qu'une faute professionnelle. Donc, je suis content parce que même si, je dis une bêtise, on va pas loin, je sais qu'on prendra du plaisir sur le terrain parce qu'on a des bonnes infrastructures et on aura peut-être moins de... On prendra plus de plaisir quoi qu'il arrive sur le terrain, donc c'est déjà important. En France, il y a un très gros débat sur les footeux qui ont une binationalité. Et souvent, les joueurs sont caractérisés un peu d'opportunistes. Quand il prend là parce qu'il peut pas jouer en France, etc. Toi, comment il s'est fait ce choix? Est-ce qu'il a rapidement été fait? Est-ce que j'imagine que c'est une fierté pour jouer de la Côte d'Ivoire, ça y a pas de problème. Mais comment il s'est fait ce choix entre la France et la Côte d'Ivoire? Bah déjà, il faut savoir que quoi qu'il arrive, n'importe quel pays que tu vas choisir, déjà, t'es pas à ta place. Parce que t'es binationaux. Donc on va toujours dire oui, mais c'est un Ivoirien, ah ouais, mais c'est un Français. Donc à partir du moment où moi j'ai grandi avec ce métissage-là, où t'as l'impression que tu trouves jamais ta place, au bout d'un moment, t'arrêtes de trop penser. En fait, t'as pas de choix à faire en vrai. T'as pas de choix. Là, faut bien séparer entre guillemets, le cœur et la carrière. Au bout d'un moment, le cœur, il n'est pas d'une couleur ou d'une autre. T'es franco-ivoirien, t'as grandi comme ça. Voilà, c'est ton héritage. Maintenant, je sais pas, je suis arrivé à un moment de ma carrière, j'avais peut-être 26 ans, j'étais en Angleterre, je chantais les racines j'avais les enfants, je voulais me rapprocher un petit peu plus peut-être des racines ivoiriennes. Le coach, il est venu me voir. Forcément, si tu as un choix à faire, c'est qu'il faut penser aussi de l'autre côté. Tu regardes l'équipe de France. Tu te dis, bon, c'est pour aller à Clairefontaine et bien manger, bien dormir et rester sur le banc. Toucher les survêtements comme voilà, tu tu touches les survêtements, tu vas, tu passes déjà tu es loin de ta famille, t'es pas avec ta famille parce que forcément tu pars des 10 jours pour pas forcément être un acteur principal de ce que tu fais. En Côte d'Ivoire, je sais pas, tu te rapproches de tes racines ivoiriennes. Ma mère, je sais que c'était beau aussi pour elle. Tu as une certaine ferveur et tu as l'impression que tu seras beaucoup plus utile en Côte d'Ivoire. Je sais pas, il y avait un feeling qui était là. Avant, c'était peut-être pas favorable à ce que j'y aille avec la Côte d'Ivoire parce que il y avait un contexte qui était plus ou moins compliqué. Donc j'ai préféré attendre. Et est-ce que sur tes premiers matchs avec la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres vraiment ce qu'est le football africain? Est-ce que tu te prends une claque dans la gueule par rapport à... tu connais l'Allemagne où les stades c'est complètement dingue, les Pays-Bas c'est pareil, t'as eu la première ligue et t'as le foot africain. Avec tous les clichés que ça peut comporter, mais est-ce que tu as des souvenirs peut-être de ton premier match contre Madagascar ou... Ouais, c'était... Franchement, tu te dis, c'est autre chose quoi. Ouais, j'ai commencé sur du fort là, Madagascar, c'était... Ouais. Parce qu'il faut y aller là-bas. Eh oui. Faut y aller là-bas. Ah non, les jeux savent pas. Et encore nous, on est la nouvelle génération, nous ça se passe, ça va. Mais en fait, tu te rends compte quand même que quand tu vas en Afrique, sois pas trop tatillon sur les choses. Sois pas footballeur quoi. Ouais, non, mais sois pas trop... t'attends pas à ce que départ 16h, on va partir à 16h. T'attends pas à ça. Voilà, il y a toujours des petits aléas, il y a toujours le petit truc qui... Donc les premières fois, franchement, c'était fou. Parce qu'en plus, moi, je suis comme ça. Moi, je suis à départ 16h, vas-y, on part à 16h. Je t'ai dit, on part à 16h, non? Donc, pourquoi t'arrives à 16h? Ouais, mais tu m'as dit... Non. Ouais, mais elle a pas mis l'essence. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais il y a une inondation, on est obligé d'aller sur un autre... Non, il y a trop d'aléas.
des choses que tu maîtrises pas, des choses. Et ça, dès ton premier match, tu l'as. Ah oui, bah le terrain il a été inondé, on a dû attendre 15 minutes. Après on arrive, on veut jouer, le filet, il faut le rattacher, il n'y a pas de scotch. Le voyage, tu voyages de nuit, t'as 7 heures pour aller à Madagascar, t'arrives, tu sais, t'es fatigué, tu comprends pas où t'arrives, tu vas dans des petites camionnettes. Les gens ils te font une aide d'honneur, il y a du monde partout, ils sont contents que tu sois là. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu te recentres aussi sur les choses les plus importantes et les plus simples. Tu prends Sangaré, Kosonou qui marche sur l'eau avec Leverkusen, au milieu t'as du caissier, devant il y a Dingra et tout. Il y a ce petit, je veux juste avoir ton avis. Hein. C'est de qui je vais parler peut-être, Karim Konaté. Est-ce que, voilà, de ce qu'on peut voir, il a l'air d'être annoncé comme un sacré joueur. Est-ce que c'est un 2004 si je dis pas de bêtises, Karim Konaté. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joueur qui incarne un peu cette nouvelle génération ivoirienne? Karim, il est un peu foufou encore. Ouais. Il est encore un peu foufou. Il est pas arrivé à maturité. Il a des vraies qualités. Voilà, c'est un... Non, il va saisir son opportunité. Pourquoi tu rigoles parce qu'il est... Non, il est marrant. Ouais. Il est marrant, Karim. Karim, il est marrant. C'est un très bon joueur. C'est un bon petit. Et il vient du pays. Il doit s'adapter. Il est arrivé à Salzbourg. Il y a pas mal de choses donc il faut s'adapter. Aujourd'hui, les gens voient ses qualités, donc c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, chacun aussi a sa maturité qui arrivera à un certain moment. Et je pense qu'il faut, comme d'hab, il va prendre son expérience, il va trouver sa meilleure place sur le terrain. Et je pense que quand il l'aura trouvé, et qu'il arrivera vraiment à trouver je dirais pas son objectif, mais qui trouve ses vraies qualités et qui les exploite à 10 000 %, ouais, ça va être très sympa. Est-ce que c'est chiant quand on est joueur de Dortmund et qu'on démarre le championnat avec le Bayern Munich dans le championnat? Est-ce que... Ouais. On a l'impression qu'en fait les clubs en Bundesliga ils sont pas soumis, mais qu'il y a ce petit complexe d'infériorité qui se fait automatiquement avec le Bayern à dire notre objectif c'est d'être deuxième. Ah mais c'est relou en fait, parce qu'on te parle, t'arrives, on te parle direct du T'as Bayern. envie de gagner toi? Bah ouais, les gens ils viennent, ils te parlent du Bayern, je viens de signer dans un club, tu me parles du Bayern. Non, le Bayern prend beaucoup de place, ça c'est sûr. Après, faut pas se mentir, le championnat allemand aussi, il a une certaine rayonnance aussi grâce à Munich aussi, à Dortmund, à Leipzig, à des clubs comme, je sais pas, Leverkusen. Toute l'histoire, on va pas la refaire, mais ce que je veux dire c'est que il faut un peu accepter et vraiment être conscient de son histoire, mais aussi il faut trouver sa place et faire le juste milieu. Et je dirais que peut-être des fois médiatiquement, ça peut être des fois compliqué d'exister sans le Bayern. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses être devenu l'attaquant que tu avais envie d'être quand tu étais gamin? Non. Non? Ah, je suis nul comparé à ce que j'aurais voulu être. C'est dur quand même. Ah non, mais non. Parce que le petit gamin de Vigneus, s'il dit que si tu lui dis tu vas mettre 11 buts non, dans ça, le match oui. de Ligue... Ah bah oui. Non, ça oui. Ah bon. Ça oui. Non. Moi, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà fait plus que ce que j'aurais espéré. Moi. Bah alors? Moi, je suis bien. Bah, c'est top. Moi, je suis... Ça, on va le garder. Non, mais ça, c'est quoi ça? Non, mais ça, c'est l'habitude. Toujours, coupe tout. Tu sais, c'est incroyable. On va le garder. Et tu parles en plus encore. Ah bah attends, j'en profite, mais ils font des montages. Non, et là, on va le garder, là. Ah ouais? Putain, Jean-Claude, toujours, tu gâches mes trucs. Tu regardais des vidéos de qui quand t'étais petit? Alors, Je parle de foot, hein. Ouais, que de foot, t'inquiète. Ouais. Bah, de toute façon, on fera l'aparté après, putain. Faut pas s'empêcher. Il y avait une petite panoplie d'attaquants, j'aimais bien. Je me souviens, j'avais un maillot de Raoul, je regardais un peu. Ah ouais? Ouais, il y avait Thierry Henry, Ronaldo. T'as dit quoi? Ouais, mais Adriano, ça c'est PES. Ça. Ouais, ça c'est PES. Regardez l'Italie, de temps en temps, ça passait un peu, mais Adriano, c'est trop rapide. Trop rapide, et il a marché sur l'eau, et puis après... Non, c'était, ouais, Thierry Henry, Drogba, Raoul, et même Ibrahimovic, tout ça, quoi. Quel coach t'a le plus marqué dans ta carrière? Alors,
il y a peut-être différents points. Il y a peut-être un coach qui t'a marqué dans son management, il y a peut-être un coach qui t'a marqué pour sa vision du foot. Est-ce que tu arriverais comme ça à faire un petit listing des différents critères qui composent un coach et de mettre un nom à chaque fois devant? Ouais, je peux en citer quelques-uns. Après, alors, on va commencer avec Bonucci on va commencer avec. Non, on sait tous que j'ai pas eu une super expérience avec Vanucci, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'était une opportunité parce que peut-être que si j'étais resté à Auxerre, j'aurais peut-être pas eu la carrière Évidemment. que j'ai eu actuellement. Donc on va commencer avec Tenard. Bon, c'est le plus simple. C'est un mec qui il connaît tout, il fait que bosser. C'est un mec, il s'arrête jamais. Il se lève le matin, il parle de foot, il s'endort, il parle de foot, il mange, il parle de foot, il regarde un match, il parle tactique. C'est sa vie, mais voilà, s'il est à ce niveau-là, c'est pas pour rien, c'est que c'est du travail. Il avait une vision du football et peut-être même de la vie, je sais pas, qui me correspondait aussi parce qu'on était très terre à terre, très mince, j'ai oublié le mot. Mais pragmatique, bien joué. C'était vraiment des schémas simples, c'est si tu vas là-bas, l'autre il va là-bas, tu fais ça, tu vois, c'était très, je vais pas dire scénarisé, mais il y avait un certain truc qui se mettait en place où tu savais, les yeux fermés, que ton coéquipier allait faire ça, et que ça allait marcher. Ça, c'est vrai qu'il a bien fait, je voyais les choses un peu pareilles, parce que pour moi, c'était aussi le fait d'anticiper un peu les mouvements de ton coéquipier, ça te fait gagner toujours du temps sur l'adversaire. Donc, quand je savais à peu près ce que mon coéquipier aimait faire et ce qu'il allait faire, c'était plus simple pour moi de bouger. Et les autres coachs, tu as eu Kovac, tu as eu Kovac, Aditer, lui, c'est le gendarme, lui, c'est le militaire. Ah ouais? Ah, il nous a tués. Ah non, il m'a traumatisé avec son vélo, sa forêt, tout ça. Non, c'était trop. Non, c'est un fou. Il sait que c'est un fou, il sait que je peux dire ça de lui parce que c'est un fou, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un, on pouvait parler, venir dans le bureau. Si voilà, vous étiez pas d'accord, c'est pas un problème, tu t'avais juste à te bagarrer avec lui. Et puis ça allait. Tu vois, sur le terrain, t'enlèves tes gants, tu te bagarres. Hop, on a fini et puis c'est bon. Ah ouais. Ah oui, il était comme ça. Non, je rigole. Non, mais il n'hésitait pas en tout cas à vraiment dire les choses et il était comme assez proche des joueurs et il avait une certaine aura. Il a une aura. Il y avait lui, il y avait Adi Hutter. Adi Hutter, ouais. C'était aussi quelqu'un de très, très humain. Très humain. J'ai bien aimé travailler aussi avec lui. On discutait pas mal. Il avait aussi son staff qui était très, très humain. Il essayait un petit peu d'aller aussi vers les joueurs et de pas forcément imposer sa patte, mais d'essayer de comprendre un petit peu comment nous, sur le terrain, on ressentait certaines choses une fois qu'il ait mis la formation en place. Est-ce que tu pourrais m'expliquer le système et avec quel type de joueur tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que l'approche tactique du foot, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu aimes t'inscrire dans un schéma préférentiel avec des types de joueurs précis pour pouvoir jouer ton foot? Bien sûr, il faut quand même un minimum de vitesse autour de moi. Je ne suis pas le plus rapide. T'as besoin de vitesse, mais tu as besoin de personnes qui soient vraiment connectées les uns aux autres. Quand je dis ça, c'est des joueurs qui sont capables en tout cas de combiner avec les autres, de vraiment pas forcément baisser la tête et d'oublier un peu les partenaires. Tu sais, faire un déplacement pour l'autre, toi t'en fais un pour l'autre aussi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on soit connectés. C'est ça que j'aime. Ça peut être les buts, mais les passes D aussi. Les passes D, c'est beau. C'est beau, c'est comme vous donner un cadeau. Donc le fait qu'on arrive à bouger les uns pour les autres, bah, ça va forcément créer des occasions. Mais pour ça, il faut aussi de l'altruisme et jouer un peu avec sa tête. Il y a un coéquipier qui t'a marqué par son talent, tu as été choqué à l'entraînement. Bah, on va pas parler de... Oui, Jude ce sera un prétendant T'inquiète pas, on va en parler. Au Ballon d'Or, oui, voilà. Mais sinon, je dirais Tadic. Ok. Je dirais Tadic pour son leadership. Ok. Ça a été quelqu'un de... Ah oui, il prend tout en main. C'était un capitaine exemplaire, je dirais, parce qu'il arrivait à motiver les mecs, à leur mettre des chassés quand ils faisaient n'importe quoi, à les motiver, à montrer l'exemple aussi, parce que c'est pas toujours le fait de dire qui va vraiment faire bouger les choses, mais c'est aussi le fait de faire. Et donc il était premier sur le terrain, premier dans la salle. Enfin, je veux dire, il était très professionnel.
sur et en dehors du terrain. Donc je pense que ouais, il m'a marqué dans la manière de gérer son équipe. Après, il y a plein d'autres joueurs qui m'ont plus ou moins marqué, mais je dirais que ouais, Luzon. Je veux que tu me parles de Bellingham. Il est fort le petit. Ouais. Il est fort. Il est incroyable. Ouais, il est fort. Qu'est-ce que tu as pu voir chez lui qui était, rapidement on voit qu'il est au-dessus de la moyenne. Il fait quand même une saison dernière, là, il part au Real Madrid, il est meilleur buteur de... Ouais, mais ce que les gens vont voir, c'est pas ce que moi ça va me choquer. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que le petit, je sais pas, t'as l'impression qu'il a 40 ans. Il y en a la moitié. Bah ouais, je suis arrivé, je suis allé chez lui, très bien entouré, que ce soit ses parents, de la manière dont il vit, de la manière dont il travaille, de la manière dont il voit les choses. Non, il a tout. Enfin, je vois pas de faiblesse. C'est-à-dire qu'il sait tout faire, il s'intéresse vraiment à aussi devenir meilleur. Il a faim de terrain, quoi. Il aime le fait d'être bon, de briller, tout ce qui va avec, il est capable de l'assumer, il prend du plaisir. Et quand c'est comme ça, bah... Il veut être une star. Disons qu'il va être le meilleur. Donc à partir du moment où tu arrives à accepter ce qui va avec, en fait, il n'y a pas de pain noir, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'inconvénient. Il y a un joueur que j'aime beaucoup aussi sur ce début de saison, qui explose, c'est Declan Rice. Ouh, ouais. Bah, tu vois. Pour moi, c'est... Rien à voir. Non. Ils sont assez Parce que tu l'as connu à West Ham. Ouais, ils sont assez similaires dans le sens où ils sont très complets. Je dirais que physiquement, Declan, c'est quelque chose. Ouais, c'est... Putain. Et quand il arrive, quand je l'ai vu la première fois, c'était... Putain, le mec, il est grand, il est costaud, il est assez rapide, il est solide sur ses appuis, bon techniquement, il redouble les efforts, il peut frapper de loin. Je dis, mais il n'a pas de faiblesse non plus. Là, je pense que l'Angleterre, ils sont plutôt pas mal au milieu de terrain pour les prochaines années. Et ouais, Declan, c'est aussi très gros potentiel. Donc après, c'est ce qu'il y aura autour fera aussi leur futur. Le travail mental, quand tu es attaquant, encore plus avec toi, avec tout ce que tu as pu connaître, tu l'estimes et tu le vois au quotidien différent par rapport aux autres joueurs parce que l'exposition est différente, parce que tu dois être le point final de l'exécution collective de ton équipe. Ça fait partie pleinement de ton quotidien, ça ou pas? Je dirais 70-30. En termes dans une carrière, je dirais que 70% c'est le mental. Surtout avec tout le parcours qu'on vient de réciter. Non, même, je pense, ouais, le fait que je sois attaquant, le fait que, même en général, quand tout simplement tu analyses qui n'a pas réussi, quand tu avais 10, 12, 13, 14 ans à maintenant, c'est pas toujours ceux qui étaient les plus forts dans leur équipe qui ont réussi. Donc à un moment donné, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour il reste quelques années encore, hein. T'as même pas 30 ans. Ouais, ça dépend. Tu veux me souhaiter pourquoi là? Pour là Sur comment tu vois ton avenir avec un ballon dans les pieds. Non, il faut juste... Déjà gagner demain, je te le souhaite. Non, il faut juste souhaiter le bonheur. On vient de passer pas mal de temps tous les deux et j'ai l'impression que... Alors oui, il y a ta vie de footballeur, mais tu penses pas qu'au foot. En fait, globalement, dans ta vie, tu as besoin de plein de choses en plus du foot pour être heureux. Le foot, c'est ton métier, mais c'est pas ce qui t'occupe le plus. Est-ce que je me trompe en disant ça? Que ton équilibre il se situe avec plein de choses différentes. Tandis qu'il y en a, ils vont penser qu'au ballon. Voilà. Non, c'est... Et bah ça, je pense que c'est arrivé à un moment donné où quand tu te rends compte que en fait, le foot, ça a tellement pris de place dans ton cerveau que tu sais même pas comment écrire une lettre, tu sais même pas comment, j'ai une bêtise, si t'es assuré, comment ça va se passer en fait après. Et en fait ça fait peur. Tu dis attends, je donne les clés à des mecs qui vont gérer mon argent, qui vont gérer ça, qui vont gérer... Mais en vrai, le jour où j'arrête, en fait, je sais rien faire, je suis un bébé. Non, je veux pas être ça, je veux jouer au foot, je veux prendre du plaisir et je veux avoir un bon équilibre où le jour où rester connecté en fait tout simplement avec la vie qui m'entoure. Que demain si j'arrête,
c'est pas que ce soit pas un problème, bien sûr ça va me faire mal, mais qu'au moins je sois pas perdu quoi. Bah, merci beaucoup Sébastien. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, en plus je sais que j'ai de la tarte qui m'attend. Merci beaucoup Sébastien. Bien.